Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Il y a un mois, dans la nuit du 22 au 23 janvier, des affiches siglées Toulouse Métropole ont été installées dans les panneaux publicitaires de la ville. Ces panneaux gérés par JC Decaux. Mise en place d'un moratoire sur les projets routiers, pouvait-on y lire sur cette affiche. Déploiement du RER toulousain dès 2024. Mise en œuvre d'un réseau express vélo complet dès 2026. Rénovation thermique de 10 000 logements par an, extension à 1000 voitures en autopartage dès 2023, abandon des projets de nouveaux centres commerciaux en périphérie, conditionnement de toutes les décisions prises par la communauté d'agglo à leur impact carbone. Tout semblait indiquer que Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole, et les élus de sa majorité avaient été touchés par la grâce écologiste. Tant il est vrai que ces dernières années, les décisions de la métropole en cette matière étaient frappées du sceau du n'importe quoi, de la construction autorisée de la tour Occitane à Matabio, aux voies cyclables impraticables du centre-ville, en passant par l'urbanisation anarchique et sauvage de la Cartoucherie ou de Montredran. Mais après tout, pourquoi pas Jean-Luc Moudenc, qui fut pendant 3 ans le directeur de cabinet de Douste Blazy lorsque ce dernier était maire de Lourdes, pouvait être devenu, au pied des Pyrénées, un spécialiste des miracles. Ranciennement pris, il s'avère que cette campagne d'affichage, loin d'être le fait de Toulouse Métropole, était le résultat d'une opération sauvage menée par des militants du mouvement Action non-violente COP21, association proche d'une autre association alternative. Une façon pour eux de rappeler aux élus de l'agglo qu'un certain nombre de mesures sont à mettre en place urgemment afin, je cite le communiqué de presse qu'a publié juste après cette association ANV COP31, afin donc de se hisser à la hauteur de l'enjeu climatique, mais que Toulouse Métropole refuse d'envisager aujourd'hui. Pour ANV COP21, l'action écologique de l'Assemblée métropolitaine est largement déficitaire. La preuve en est le bilan intermédiaire du plan climat et énergie dévoilé le 22 janvier dernier, un plan définissant une liste d'actions visant à faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et à 8 ans de cette échéance, cette baisse est évaluée par ce rapport intermédiaire à 3% et conduirait sur cette base à 9% en 2030, ce qui semble loin du compte et de l'objectif. En réponse à ces propos critiques rapportés sur les pages numériques de Médiacité, Jean-Luc Moudenc reconnaît dans la dépêche que les effets engagés par l'actuelle gouvernance de l'agglo n'avaient pas produit les effets escomptés, je cite. Mais il se dédouane puisqu'il dit juste après que chez d'autres, malgré leur action, la situation s'est aggravée. Et ça n'est pas le projet d'urbanisation de la zone de Paléfica, une des dernières zones rurales de l'agglomération toulousaine, coincée entre l'actuel quartier Borderouge, le quartier du Grand Selve, les rives de l'Ers et la route d'Albi, qui va améliorer les choses. Si à l'heure actuelle, cette zone compte encore quelques champs de céréales, des terres en friche et quelques maisons, il devrait énormément évoluer dans les années à venir avec un projet acté par la métropole l'année dernière, en 2021, joliment intitulé « Bocage habité ». Sur 121 hectares,
il s'agit de construire plus de 7000 logements pour y accueillir environ 15 000 personnes, soit une densité de 200 habitants par hectare, alors que la moyenne toulousaine est de 41 habitants par hectare. Et cela à 25 minutes à pied de la première station de métro, celle du terminus de Bordeaux-Rouge, et avec une seule desserte de bus, le numéro 114. Mais comme l'a fait remarquer Jean-Luc Moudenc dans la dépêche il y a 15 jours, chez les autres, c'est pire. Nous voilà soulagés. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé par Marc Lazaro. Ce soir, on parle musique avec le trompettiste William Lodinat, alias Tani Dual, qui vient de faire sortir un nouvel album très électro et qui sera vendredi prochain, 4 mars au Taquin. On parle également de musique avec Rémi Savignat, le guitariste et leader de Walter Sextant, sextet toulousaine de musique prog amené énervé, la musique prog, tendance plutôt énervée, qui sera lui demain soir au Chorus, nouvel endroit pour écouter du jazz à Toulouse. Et puis dans un instant, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, nous donnera des nouvelles de la Ville Rose. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Hayden Bay Records est un label toulousain, un label associatif qui depuis 2016 fait la part belle aux guitares, à la musique lofi, à la pop et à la folk. Si ce label s'est donné pour objectif de défendre les artistes de la région, il n'en reste pas moins vrai que l'on y retrouve sous son sigle des productions hexagonales, voire internationales, à l'exemple du dernier album de l'américain Andrew Junker. Après 2 albums en 2016 et 2017, une cassette en 2018 et un single en 2020, c'est avec un CD 10 titres d'une pop plutôt pastel entre lenteur et middle tempo, guitare en cascade et mélodie entremêlée et accrocheuse qu'il nous revient quelque part entre Lotus Eaters et Micro Disney. Andrew Junker, on écoute tout de suite Think It Over, extrait de son nouvel album Together Ball. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Help yourself to another head.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Caramel Mou sur Campus FM, Joe Kangourou au micro et juste à côté de moi, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Il y a encore une école qui s'ouvre, mais c'est formidable. Et oui, une de plus. Il y en a plein en ce moment. Et ça fait pas trop plaisir, celle-là, aux riverains. Effectivement, je vais vous parler d'une rue qui est à quelques kilomètres au nord du campus Paul Sable, où on se trouve ce soir. C'est la rue Jean Harlot, dans le quartier Côte-Pavé. Alors, elle fait parler d'elle dans la presse depuis novembre 2020, à cause de cette école que vous évoquez, qui doit s'y implanter et que les riverains sont pas trop chauds, on va dire, quoi. Alors en fait, l'histoire, là, elle commence en juillet 2020, quand un panneau de permis de construire est accroché au portail d'une vieille maison de maître donnant sur un parc de 6600 mètres carrés, donc un bon gros domaine dans cette zone pas très urbanisée, pas très dense. Les riverains sont un peu interloqués, ils vont se renseigner auprès des services de l'urbanisme, et là, ils découvrent l'arrivée de l'école Garonne-Pyrénées. C'est une école qui est implantée sur l'avenue des États-Unis, près de Barrière de Paris. Et c'est une école maternelle primaire de 120 élèves. Et l'idée, c'est de faire devenir un groupe scolaire hors contrat de 450 élèves avec un collège en prime. En gros, les élèves de maternelle ont grandi, ils sont passés en primaire, et puis là, ils vont aller aussi au collège. Donc l'étape suivante, ça sera peut-être un lycée, mais on est encore loin. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce groupe scolaire? En fait, c'est que c'est un établissement privé très discret, qui a été fondé en 2014 par deux couples membres de l'Opus Dei. Et sur votre dernière chronique, vous nous aviez déjà parlé de l'Opus Dei. Oui, c'est vrai, quand on avait parlé de l'évêque et des catholiques. Oui, c'est vrai, effectivement, le temps passe tellement vite que ça m'avait filé hors du cerveau. Mais oui, donc à nouveau, l'Opus Dei toulousain qui revient. L'ATFIP, qui est l'association derrière l'école, est présidée par Thierry Lafont de Mazières. Son fils a été ordonné prêtre de l'Opus Dei en 2018, tout ça on l'a vérifié. L'école applique l'enseignement de Saint José Maria, le fondateur de l'Opus Dei. Bon, on a demandé quand même au vicaire du diocèse de Toulouse si c'était ce qu'il en était. Il nous a dit, à ce jour, l'école n'est pas reconnue comme une œuvre de l'Opus Dei. Mais bon, il y a quand même un gros lien. Pour ceux qui parmi les auditeurs, ne savent pas de quoi il s'agit, l'Opus Dei, c'est une organisation de catholiques traditionalistes qui a été fondée en 1928 en Espagne. Très anticommuniste, soutien indéfectible de la dictature de Franco en Espagne. C'est un mouvement religieux au comportement sectaire. Dans l'article qu'on a publié sur ce sujet, on renvoie vers des articles au Canada, où ça parle de gens qui sont sortis de l'Opus Dei qui en parlent mieux que nous. Et c'est un mouvement qui aime beaucoup la clandestinité, la discrétion. Depuis 2020, La Dépêche, d'abord, Actu Toulouse, et puis nous, aujourd'hui, on s'y est intéressé. Et ils ont toujours refusé de répondre aux journalistes. Et la rumeur voulait que ce soit des conseillers assez assidus de Benoît XVI lorsque il était pape. Alors ça, je ne pourrais pas étayer cette rumeur. Moi, on m'a parlé de Jean-Paul II, mais voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas vérifié. Alors, pour revenir à la rue Jean Harlot, les riverains, alors peut-être que certains ne sont pas très chauds à l'idée d'avoir une œuvre de l'Opus Dei, qui n'est pas vraiment une œuvre, mais presque, dans leur rue, mais c'est pas pour ça qu'ils sont montés au créneau. Simplement, un dernier détail pour cette école, c'est une école qui ne sera pas sous contrat. Ça veut dire que son plan pédagogique ne sera pas validé par l'éducation nationale. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, d'avoir des uniformes, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, les papas ont une réunion la bière du soir, les mamans elles ont le thé du matin. Super. C'est très... En non-mixité, tout ça, comme on dit. Et ils se retrouvent à 4 heures pour l'étophie. Par contre, ça veut dire aussi que les examens ne seront pas passés, sauf un candidat libre. Ça, je sais pas, vous m'interrogez, mon cher, sur des questions que je n'ai pas explorées. Enfin, de toute façon, c'est pas moi qui ai écrit l'article, c'est mon collègue Éric Dourel, dont je me fais le porte-voix ce soir. Mais à la limite, on raconte que c'est l'Opus Dei et on rentre dans le détail parce que c'est intriguant quand même comme groupe scolaire, comme origine, mais vraiment le cœur du dossier, c'est sur la circulation, en fait, sur les nuisances que ça va potentiellement
développé, pas sur le plan idéologique, mais circulatoire. Du coup, les riverains ont déposé un recours gracieux, en fait, après le dépôt du permis de construire, pour demander au maire de l'annuler. Alexia Hérault, qui est la présidente du comité de quartier, nous expliquait que dans la rue, c'était déjà l'enfer, en fait. Le matin, le soir, c'était compliqué de se garer. C'est vrai que c'est une rue très étroite, à sens unique. Et bon, voilà, on imagine très bien comme ça peut être compliqué. D'autant plus qu'elle est déjà bien fréquentée, cette rue, parce qu'il y a 750 élèves au lycée privé Sainte-Marie-des-Champs, juste à côté, et 410 autres à l'école primaire Sainte-Thérèse. Donc, c'est un gros hub c'est un gros éducatif secteur, catholique, qui est très bien d'ailleurs sur ces aspects-là. Mais bref, c'est déjà bien utilisé comme axe de circulation. Alors la mairie avait 2 mois pour répondre aux riverains, pas de réponse, qui Comme d'habitude. dans le jargon veut dire rejet de la demande. Nous, on a quand même interrogé la mairie et ils nous ont répondu que pour retirer un permis, il fallait qu'il soit illégal. Or, donc là je cite, la jurisprudence abondante sur ce sujet, selon le service de communication, considère de manière constante que les conditions générales de circulation dans un secteur ne peuvent fonder un refus de permis de construire. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, peut-être pas beaucoup. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Parce que donc, face à la bronca quand même des riverains, qui sont globalement les électeurs du maire dans ce coin-là, et c'est sa circonscription législative quand il était député, donc c'est plutôt des gens qui ont son oreille habituellement. La mairie a quand même diligenté une étude des circulations, après avoir donné le permis, mais bon, peu importe, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et ce document, on a pu y accéder, il s'appelle Diagnostic rue Jean Harlot. Il a été rédigé en octobre 2020 et il confirme complètement les craintes des habitants. Il dit, donc c'est les services municipaux qui le disent, le niveau de circulation est déjà élevé, avec 280 véhicules en heure de pointe le matin, une augmentation de 80 à 130 véhicules supplémentaires avec ce nouveau groupe scolaire va être difficile à absorber pour la rue Jean Harlot, pour les rues voisines. Et donc, ça va encore dégrader les problèmes de circulation. Alors, est-ce que ça va changer les choses ? Eh ben non. La mairie reconnaît que les conclusions de l'étude étaient réservées, mais il y a des échanges avec le porteur du projet et des pistes de solutions qui ont été esquissées pour atténuer l'impact sur la circulation. Alors, la mairie n'est pas rentrée trop dans le détail, mais... L'hélicoptère, c'est Romain. Peut-être. Mais nous, on s'est procuré ces pistes de solutions. En fait, elles étaient en partie développées dans le dossier de permis de construire. Et donc, promis juré, les élèves, leurs parents, le personnel, tout ce beau monde, ça fait à peu près 500 personnes, utilisera massivement les transports en commun. La 3e ligne métro, qui verra le jour fin 2028, début 2030. Enfin, c'est pas, si tout va bien. Si tout va bien dans ces moments-là, s'il y a de l'argent. Et puis le bus, le vélo, etc. Pas de voiture pour cette école. On est prié de les croire sur parole. Ça va faire partie du règlement intérieur. Voilà, sans doute. Voilà. Vous aurez une ristourne si vous n'avez pas de permis de conduire. Bon, ça n'a pas convaincu les riverains qui ont attaqué tout ça devant le tribunal administratif l'an dernier. Bon, comme la justice est sous-dotée en France, forcément tout ça prend beaucoup de temps et donc l'affaire est toujours en instruction. Voilà. On va suivre. Ou comment les voies du Seigneur vont devenir impraticables. Merci Gaël Cérès. Et à une prochaine fois. À bientôt.
on est en train d'écouter quelques mesures de la musique de Derviche. Derviche, un duo assez détonnant, comprenant Fabrice Favrion à la batterie, Éric Brochard à la double basse. Et ils seront demain soir dans le cadre de la série de concerts d'un pavé dans le jazz, demain soir au Théâtre du Pavé, avec un quartet de saxophone dont ça sera quasiment le premier concert, Gaz Moutarde. Donc concert largement recommandé par la maison au théâtre du Pavé, soirée un pavé dans le jazz, donc avec ce double plateau, Gaz Moutarde, un groupe toulousain, nouveau quartet de sax, et puis c'est Derviche avec Éric Brochard et Fabrice Favrion. Tout ça donc demain soir à partir de 20h30 au théâtre du Pavé. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Et un qui risque d'être un jour dans le vent, c'est Tani Dual. Bonsoir. William Lodinat, que l'on a connu dans un tas de groupes, notamment BDC Label. C'est là que personnellement je vous ai vu jouer de la trompette pour la première fois. Depuis, il y a plein de groupes, dont un trio avec la chanteuse Sophie Morzadek, et puis non, pas du tout, je me trompe complètement. Et puis il y a le groupe dont on va parler juste après, Walter Sexton, dans lequel vous intervenez également, et donc on vous voit aussi régulièrement jouer en solo avec votre trompette et aidé d'ordinateurs et de machines sous le pseudo de Tani Dual. Quel était le projet exactement avec cette musique mi-électro, mi-acoustique ou mi-trompette trafiquée? Le projet, c'était de réunir toutes les différentes influences que je peux avoir en musique dans mon projet en solo, c'est-à-dire le hip-hop, le jazz, les musiques du monde, on va dire au sens large. Enfin, tout ce que j'écoute depuis gamin, quoi, la musique électronique, tout. Enfin, il n'y a pas de limite, en fait, voilà. Ce qui est quand même un peu le cas de pas mal de jeunes musiciens, j'allais dire de la scène de Toulousaine, mais pas que. Cette ouverture d'esprit sur des musiques différentes, ça vient d'où? Ça vient du fait que jeune vous avez écouté plein de choses, ou ça vient aussi des nouvelles technologies style Internet qui permettent d'aller aussi rechercher des choses? Bon, clairement, Internet, oui, c'est sûr, c'est l'outil qui a permis de découvrir tellement de choses, alors qu'à l'époque, je me souviens, c'était la médiathèque ou rien, quoi. Ou le grand juste frère, la radio, si on avait la chance d'en avoir un. Ouais, je suis fils unique, du coup. Bon. Mais oui, bon, la maison aussi, ça a été déjà une belle porte d'entrée dans la musique et pour se faire une culture générale. Mais c'est vrai qu'Internet, ça a été le boom ou l'accessibilité de tout, quoi. Au niveau parcours, vous venez d'où? Vous avez un trajet d'études classiques de la musique, ou un autodidacte en jouant comme ça avec des copains ou sur des disques que vous avez à la maison? Ouais, j'ai commencé en école de musique très jeune. J'ai commencé la trompette à 7 ans. Puis j'ai intégré par la suite le collège de Marciac. Donc c'était... Oui, donc... Ouais, disons que j'étais un peu précoce là-dessus, et puis je me suis professionnalisé assez jeune aussi, puisque j'ai décidé d'arrêter mes études, mon cursus général, pour me consacrer à la musique très jeune. Ouais. Très jeune, à 18 ans. Avec à partir de là, un cursus qui passe par musical, par exemple? Oui, par exemple, musical, le conservatoire. Et donc là, vous vous lancez dans quoi? Le conservatoire, c'est plutôt sur de la musique classique, même s'il y a une classe de jazz. Musical, c'est une ouverture assez totale sur plein de styles de musique. C'était assez complémentaire, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu aussi passer par ces deux institutions. Parce que justement, musical, c'était plus le savoir jouer ensemble, l'ouverture d'esprit, quelque chose de plus global, on va dire, et moins dans la technicité de l'instrument, tandis que le conservatoire, c'était plus pour travailler cet aspect-là.
Et à partir de là, vous êtes lancé dans quoi ? Les premiers groupes dans lesquels on a pu vous voir étaient estampillés jazz, mais c'était quand même pas tout à fait du jazz, j'allais dire. Non, c'était pas du jazz, non. C'était des choses qui avaient à voir avec le rock, avec le free rock, avec des choses comme ça. Oui, si on fait référence à BDC Label, par effectivement, exemple. Oui, c'était très inspiré par la scène française de Coax, par exemple. Je me souviens qu'on était déjà ados et on adorait voir des Després, par exemple, ou ce genre de musiciens qui jouaient avec des DJ à Martiac, ou j'en sais rien. Enfin, c'est des souvenirs que j'ai ados où j'ai pris des grosses claques. C'était des découvertes musicales aussi. Enfin, dans le style, moi, j'avais jamais écouté de free ou de trucs comme ça, je connaissais pas. Et donc là, vous vous lancez comme ça, sans trop connaître les bases de cette musique-là, ni les musiciens qui ont pu l'animer. Ouais, c'était assez spontané et ça s'est fait entre nous je parlais avec les autres musiciens avec qui qui sont dans le groupe, qui étaient dans le groupe plutôt. Donc on va en citer quelques-uns puisque ce groupe n'existe plus. Il y avait Nastorg au saxophone, il y avait Bastien au clavier. Vous rappelez Bastien Andrieux, ouais. Juan Favarel, Léonard Bossavi, Antoine Paulin, Adrien Baquier. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Comment elle fonctionne cette scène toulousaine ? On a l'impression que les projets se montent, se démontent au fil des rencontres. Ouais, je vais pas parler pour la scène, mais c'est vrai que moi j'ai vu déjà beaucoup de projets alors que j'ai une expérience professionnelle d'à peine 10 ans, on va dire. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà écumé beaucoup de groupes. Mais je pense que c'est le temps aussi, l'investissement qui est dur à pérenniser aussi dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que des projets voient le jour aussi pour avoir peut-être de la nouvelle fraîcheur au lieu de persister. Enfin, je sais pas, je peux pas parler. Moi, en tout cas, si je dois parler de mon projet, il évolue et gentiment, voilà. Enfin, dans le sens où je le fais perdurer, mais j'avais pas les intentions il y a 10 ans que maintenant. Donc, parce que c'est vrai que ce projet de Tani Dual, ça fait un petit moment que vous en parlez, ça fait un petit moment que vous distillez comme ça sur le net des bouts de musique. On vous a vu également jouer et accompagner Zedrine, le slammer, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un projet qui vous tiennent depuis des années, mais qui avancent comme ça, petit à petit et petit bout par petit bout. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à la base, limite, c'était juste sortir ce que j'avais fait dans ma chambre, quoi. Enfin, je le voyais comme ça, quoi. C'était un release sur Internet, aucune diffusion, pas de concert. C'était vraiment de la production, quoi. Et au fil des années, j'ai commencé à éventualiser aussi l'aspect live pour ce projet que j'ai commencé à développer. Et là, je développe vraiment cet aspect-là maintenant avec le nouvel album qui sort, où j'envisage vraiment de professionnaliser tout simplement le projet, quoi. Chose qui n'était pas le cas les années précédentes. Ça veut dire quoi, professionnaliser un projet ? Ça veut dire en vivre déjà. Et surtout me donner les moyens pour que le projet réussisse. Et ça veut dire plus que la musique. Enfin, je veux dire avoir beaucoup plus de casquettes et de responsabilités, de travail. Voilà, c'est un tout, quoi. Et avec le corollaire de tout projet sur lequel on s'investit, ça va vous demander peut-être de vous investir un peu moins sur les autres projets sur lesquels vous êtes impliqué. Tout à fait, oui, c'est sûr que si aussi mon projet est aussi vieux et en même temps n'existe pas vraiment depuis autant de temps, c'est parce que je me suis beaucoup investi pour d'autres projets, dans la composition, dans le côté juste interprète, mais ça dépendait, c'était pas égal, on va dire, mais c'est vrai que maintenant j'ai conscience de la responsabilité du travail que ça nécessite pour développer mon projet. Et du coup, je sais que mon implication va être moindre dans mes enfin, c'est pas que c'est moindre, c'est que déjà, je n'accepte plus, j'essaye d'avoir moins de projets, tout simplement déjà pour être satisfait de ce que j'ai envie de faire. Donc, il y a Walter Sextang, on en parlera tout à l'heure, par exemple, comme autre projet qui vous occupe en ce moment. Mais pour revenir un peu à ce premier album, Alignement, donc, qui est sorti... C'est pas le premier album, ouais. Oui, c'est vrai, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Il est sorti ou pas ? Non, il sort le 4 mars. Voilà, c'est ça. Il sort la semaine prochaine, en même temps que le concert au Taquin. Tout à fait. Comme disent les jeunes, dans ces cas-là, c'est une release party. En clair, c'est une fête de sortie d'album. Donc, cet album-là, électro,
il y a beaucoup de machines, il y a un son de trompette trafiqué. On parlait tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, de sons qu'on pouvait écouter chez John Hassel, un trompettiste américain, mais aussi sur Hans-Peter Molvar, qui était norvégien, si je me souviens bien. Je crois. Donc des sonorités comme ça, de trompettes qui passent par le filtre de l'informatique. Mais il y a plein d'autres choses, et notamment des influences très, j'allais dire, indonésiennes. Il y a du gamelan dans ces musiques-là, dans votre musique. C'est quoi ce besoin d'aller chercher ces sons-là, et pourquoi le gamelan? Et après, vous nous direz si c'est un gamelan joué en direct ou si c'est des samples qui ont été récupérés sur la musique traditionnelle d'Indonésie. Ouais, le gamelan, c'est une musique que j'affectionne depuis des années. C'est vrai que aussi suite à un voyage que j'ai eu en Indonésie où j'ai pu assister à des représentations de gamelan et pratiquer aussi la flûte avec des musiciens là-bas et apprendre quelques morceaux du répertoire traditionnel. Donc ça a été assez une révélation en tout cas parce que les sonorités de ces instruments, l'accordage des instruments est très mystique à mon oreille et invite au voyage, enfin pour moi personnellement, et c'est ça que j'ai envie de retransmettre en fait dans cette espèce de mixité entre un son urbain par le hip-hop ou la musique électronique et des influences très traditionnelles ou le son acoustique d'une trompette. Voilà, et pour répondre à la question donc je n'ai pas de gamelan chez moi. Et en fait, j'utilise des instruments virtuels sur lesquels que je joue avec mon clavier, du coup avec mon piano. Ouais. Parce que la question, et après on reviendra sur le gamelan, la question c'était par exemple, est-ce que vous avez joué avec Wassim Hallal qui, il n'y a pas très longtemps, a monté un projet avec ses percussions et un gamelan? Non. Et qui donc Wassim Hallal, un percussionniste toulousain, et qui a joué et qui a montré des choses notamment dans le festival Baignade Sauvage, qui était assez étonnante. Je pense à Jazz à Luz aussi cet été. Il est allé faire un concert là-bas. Donc le gamelan, on va dire que c'est un instrument métallique composé de plein de parties qui est joué par un petit groupe de personnes qui peut aller de 6 à une douzaine voire une quinzaine, selon la taille de ces gros instruments. Et c'est vrai qu'on dit gamelan, mais c'est un ensemble, de percussions qui jouent ensemble. Oui, c'est ça. Des percussions, des flûtes. Et souvent, c'est vachement lié aussi avec la danse et le théâtre. C'est vraiment dans son ensemble. Et les cérémonies religieuses également. Tout à fait. Ouais. Donc, vous êtes allé choper des sons comme ça et que vous avez mixé dans votre mixeur de musique, le tout retraité par des machines. Et ça donne un son effectivement qui est très urbain, mais avec ses envolées assez mystiques, qui renvoient tout de suite à des images. Et c'est vrai que votre musique est très cinématique. Oui, c'est vrai que j'ai cette tendance à être dans une musique assez contemplative, mais c'est ce que j'aime en fait. Je crois que c'est aussi ce que j'ai envie de partager avec les gens. Les bercer, qui se laissent porter, qui s'imaginent où ils ont envie d'aller en fait, tout simplement, et pas forcément les guider très strictement dans leur écoute. Donc alignement, un premier album, il s'est fabriqué comment celui-là? Il s'est fabriqué doucement apparemment. Doucement, il a pris son temps et le Covid, les premiers confinements ont accéléré le processus. Non, c'est vraiment issu des premiers confinements, des tout premiers confinements de l'année 2020. Ouais. C'est quelque chose qu'on fabrique essentiellement à la maison, ce style de musique, au moins pour vous? Oui, enfin moi je travaille dans mon studio. Ouais. Ouais, j'enregistre tout chez moi, tout est fait à la maison. Et le traitement de la trompette? Ouais, ça, c'est vrai que l'électrification de mon instrument, ça fait des années que je le pratique, notamment avec Walter Sexton ou encore BDC Label avant, et d'autres projets où c'est vrai que j'ai toujours affectionné ces sonorités de par les trompettistes qu'on a déjà précédemment cités ou d'autres comme Truffaz qui m'a beaucoup aussi inspiré quand j'étais jeune.
Et donc j'ai toujours eu cette tendance à vouloir m'échapper du son acoustique de mon instrument, et comme c'est aussi l'instrument que je maîtrise le mieux, c'était aussi avec celui-là où j'étais le plus à l'aise pour exprimer des émotions, et donc naturellement dans ma musique, il a une place assez importante. Donc c'est vraiment une musique conçue et jouée par un musicien, même si vous avez quelques invités. Et c'est vrai qu'il y a, il y a des invités que vous retrouvez ou que vous avez retrouvés dans d'autres formations. Je pense à Guillaume Pic, qui est un de vos compagnons de jeu de Walter Sexton. Je pense à Antoine Paulin, qui lui était dans BDC Balabel. Par contre, il y a l'erreur qui fait la voix dans un des derniers morceaux de votre album, Sauf le jour. Et là, c'est un retour au texte. Et c'est vrai que je disais en début d'entretien que vous avez longtemps joué et accompagné Zédrine. C'est vrai qu'il y a quand même chez vous un intérêt pour la chose écrite et la chose dite plus que chantée. Oui, tout à fait. J'avais déjà travaillé aussi dans Enterré sous X à l'époque, c'est comme ça que j'avais rencontré Z. Et puis on a fait... Vous dites Z, vous Ou Z, Zédrine, pardon, je le dis pas particulièrement à vrai dire. Et donc par la suite, on avait décidé aussi de collaborer sur un EP ensemble. On avait... mais c'était... je crois que c'est Jazzalus en fait qui nous a un peu lancé sur cette piste, puisqu'il nous avait programmé en fait ensemble, alors que le projet n'existait pas en duo, comme une espèce de carte blanche qu'ils nous avaient donnée. Donc on avait joué pour ce festival, et de là est née cette... Et dans l'intérêt pour le texte, c'est vraiment un intérêt, ou c'est le fruit du hasard et des propositions qui vous sont faites? Non, moi j'avais envie d'avoir un morceau avec du texte en français, et avec Arthur, l'erreur, ça fait... Donc Arthur Langlois. Langlois, oui. Ça faisait quelque temps qu'on se disait qu'on avait envie de collaborer, donc c'était l'occasion de le réaliser. Donc le concert de la semaine prochaine au Taquin, c'est vous tout seul face au public, ou étant donné que la plupart de vos invités sont toulousains, on va les retrouver sur scène avec vous? Alors, je peux vous dire déjà qu'il y aura un invité, mais voilà, j'en dirai pas plus. Bon, très bien, on viendra vérifier sur place. Donc samedi prochain, un double plateau, puisque vous partagez le plateau avec Nixie Extended. Donc ça sera pas le trio, mais une version en quintette avec double batterie et Adrien Dumont à la trompette, par rapport à la formule originelle du projet qui est en trio. Voilà, donc ça se passe au Taquin samedi prochain. Samedi prochain, on devrait être donc le 5 mars, c'est ça ? 4 mars. Le 4 mars. Vendredi 4 mars. C'est vendredi prochain. Vendredi 4 mars, Tani Dual en solo avec un invité pour présenter son deuxième album, Alignement. Tani Dual, ça sort mardi prochain, on l'a déjà, et on écoute tout de suite un morceau de cet album, le Bénéf, et c'est la partie A, parce que comme toute question d'argent, il y a toujours plein de faces lorsqu'on commence à parler d'échange de monnaie. Là, c'est la partie A, le Bénéf, Tani Dual, album qui sort donc samedi prochain, l'Alignement.
et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Deuxième invité très musical de l'émission de ce soir, Rémi Savigna, le guitariste et leader d'un groupe qu'on suit depuis un petit moment, j'allais dire depuis le premier confinement, Walter Sextant. Je crois que je vous avais vu jouer juste avant à l'impro. Et puis il y a eu le confinement et pareil que pour William Lodina tout à l'heure, vous avez commencé à sortir des petits bouts de musique sur Internet, comme ça s'est beaucoup fait pendant cette période-là, et on a découvert cette musique que je qualifiais tout à l'heure de jazz prog énervé, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ressemblent férocement à cette musique qui a marqué les années 70, mais avec un côté punk dans l'énergie qui effectivement la transporte dans un univers qui est assez réjouissant, et sur scène notamment, où il y a une énergie qui sort de ce groupe-là, qui donne furieusement envie de bouger. Deux, trois mots sur ce groupe qui est quand même pas si récent que ça. Ah non, la première formule, c'était... en fait, c'est le 4e album qu'on va sortir. Le premier, c'était 2014, il me semble. C'est ça, ouais. 2013. Et oui, et ensuite, cette équipe-là, on a fait le premier enregistrement en 2016. On a joué pas mal en 2017-2018. Puis ensuite, il y a eu une période où on n'a plus trop eu de concerts. Et puis moi, j'ai travaillé sur l'écriture de cet album-là depuis 2019. Voilà. Et après, il y a eu tout ça. Donc voilà, l'album s'appellera Lithium. Il sortira à l'automne prochain. Oui. Mais vous commencez à jouer les morceaux sur scène. Comment on peut définir cette musique? Quand je dis jazz prog, est-ce que c'est une étiquette qui vous va, ou vous dites non, encore une fois, ça commence? Je sais pas. Jazz prog, ouais, pourquoi pas. Le côté progressif, oui. Le côté jazz aussi, parce que c'est une écriture à la fois rock et à la fois jazz. Moi, j'écris toute la musique de ce répertoire, de ce groupe-là. Moi, je suis guitariste, et forcément, j'ai été bercé avec Hendrix, avec les Stones, Jeff Beck, Frank Zappa, tous ces mecs-là. J'ai appris la guitare avec ces mecs-là. Je me suis intéressé beaucoup plus tard au jazz, et donc aux instruments comme la trompette, le saxophone, la contrebasse. Donc j'ai intégré peut-être une écriture jazz sur des fondations rock, on va dire, quoi. Donc en gros, et là j'essaye de plus en plus de resserrer cette écriture-là pour en fait essayer de gommer un peu ce que fait un peu William avec quand il parlait de son instrument acoustique, et essayer de gommer en intégrant en le faisant rentrer dans une machine, une boucle, voilà, une boucle électronique. Voilà, d'essayer de gommer ces différences-là entre le rock, le jazz, punk. C'est la première fois qu'on me dit punk, mais je l'entends. Et je ne parle pas sur les influences, mais par contre l'énergie qui est donnée par la musique, ces espèces de gros maelstrom soniques qui peuvent être dans vos compositions. Et quand je disais jazz prog, parce qu'effectivement vos morceaux sont rarement linéaires, ça ne part jamais d'un point A pour arriver à un point B, mais il y a plein de chevauchements, de ruptures, de changements de direction, de changements, j'allais dire, de paysage, de changements sonores, et en ça ils sont quand même bien calqués sur cette musique qu'on a appelée le jazz progressif, ou le rock progressif, le rock progressif dans les années 70. Oui, c'est très narratif, quoi. C'est vraiment il y a des ruptures, effectivement, il y a cette énergie très rock, très rock. Très rock, voilà. Et oui, effectivement, j'essaye le plus possible de chaque morceau raconte une histoire, et pour moi, ça évoque forcément quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut évoquer pour un auditeur, un spectateur. En tout cas, moi, il y a vraiment une histoire derrière. Ça peut être... le point de départ peut être à la fois un roman, ça peut être un autre morceau de musique, un compositeur qui m'a inspiré, ça peut être un événement de la vie quotidienne, ça peut être plein de choses, quoi. Donc j'ai cet attachement à la narration et à raconter quelque chose, quoi. Et pour ça, les instruments comme la trompette, le saxophone, trombone, aujourd'hui il n'y a plus que du trombone et trompette. Et trompette. Dans le groupe, voilà, sont des instruments qui me permettent vraiment d'aller chercher ce côté
narratif, quoi, parce qu'il y a la respiration, il y a le souffle, il y a tous ces éléments qui sont complémentaires avec le côté rock de la guitare, basse et batterie, où on est vraiment plus dans un truc très rythmique et terrestre. Et très trio power, comme on disait aussi dans le milieu rock. C'est vrai. Dans les années 70. Power trio, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cette énergie-là. Vous écrivez, ça veut dire que vous avez aussi une formation classique ? Oui, alors oui. J'ai commencé comme tout le monde dans ma chambre avec ma guitare, et puis ensuite... vous bouffez les doigts sur la méthode Haddadi ou pas du tout ? Non, alors je l'avais, mais je l'ai même pas regardé parce que je comprenais pas du tout, je comprenais rien, je voyais pas comment c'était possible. Ouais, c'était cette méthode fameuse pour apprendre à jouer du picking. Ouais, c'est ça. Et non, j'ai pas commencé avec ça. J'ai essayé. Au début, c'était Brassens, c'était de la chanson, et puis ensuite. Je me suis acheté une guitare électrique, et puis je suis rentré au conservatoire de Béziers parce que j'habitais Béziers à cette époque-là, et puis après je suis parti à Montpellier à la fac, et là j'ai commencé à apprendre la musique classique, on va dire, où j'ai fait un cursus universitaire jusqu'au master en musicologie, où j'ai étudié vraiment toute la théorie musicale, la formation musicale, l'harmonie, l'histoire, tout ça, et ensuite j'ai intégré le conservatoire en jazz. D'abord à Aix-en-Provence, puis à Lyon, et ensuite j'ai fini à Toulouse. Voilà. Et c'est vrai que vous jouez d'un instrument qui est quand même assez particulier dans l'histoire des musiques actuelles. La guitare qui a été l'instrument emblématique de toute la jeunesse pendant des années et des années et des années, et avec ce côté autodidacte, on apprend comme on peut les accords, et après on voit. C'est quoi le besoin à un moment donné d'aller se former dans un conservatoire? C'est apprendre vraiment le langage? Ouais, c'était cette curiosité, d'essayer de comprendre ce langage, effectivement, de savoir comment c'est possible qu'un mec il a une feuille sous les yeux, il comprend qu'on est en fa, qu'il y a des bémols à la clé, qu'il arrive à lire quelque chose que pour moi c'était complètement abstrait, quoi. Alors je crois que j'avais besoin de comprendre ce langage-là, et pour communiquer avec les autres musiciens. Et j'étais venu au festival de Marciac en 2001, il me semble, la première fois que j'y suis allé. Et à cette époque-là, je faisais vraiment que de la guitare rock, je faisais un peu de Clapton, des choses comme ça, et j'avais pu rencontrer des saxophonistes, des mecs qui jouaient des standards de jazz, et j'ai été subjugué, quoi. J'ai vraiment été admiratif de ces musiciens-là. Je me suis dit, j'aimerais aussi apprendre ce langage-là. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au jazz et à intégrer le conservatoire et tout ça. Donc Walter Sexton est actuellement un quintet, vous le disiez tout à l'heure, un trio basse, guitare, batterie, plus une trompette et un trombone. La part de vos compagnons de jeu dans les compositions, parce qu'on sent que ce groupe-là, c'est le vôtre. Quand je dis leader de Walter Sexton, je ne fais pas une usurpation de poste, vous êtes vraiment le leader de ce groupe-là. C'est vraiment comme ça. Il y a quand même une part d'invention et une part qui est laissée aux autres musiciens. Elle est considérable. Elle est considérable. Vraiment. Même quand on arrive avec les partitions. Ouais. En fait, disons que les partitions, c'est vraiment c'est le propos global, c'est la forme, c'est parfois le thème, mais pas toujours. C'est une idée, quoi. Et ensuite, maintenant, on travaille ensemble depuis 5 ans, peut-être. Donc, je commence à vraiment... avec cette équipe, puisqu'à un moment donné, vous avez été sextet aussi. On a été 6, alors on était 5, puis 6, puis de nouveau 5. Voilà. Et donc, avec cette équipe? Donc, cette équipe-là, voilà, ça fait 5 ans qu'on travaille, donc je commence à bien les connaître. Et parmi eux, il y a 2 de ces musiciens-là qui sont le trompettiste et le tromboniste, qui jouent aussi du clavier et de la guitare. Donc, dans ce répertoire-là, je peux aussi... je sais que je peux utiliser par exemple cette formule de 2 guitares, basse, batterie, clavier, et là c'est clairement un groupe de rock, ou voilà, il y a plus les soufflants, voilà. Et je peux aussi faire guitare, basse, batterie, trombone et trompette, et là on peut avoir un son tout autre, quoi. Donc c'est vrai que la palette est très très large, quoi. Et donc la part de tous mes comparses, de tous les musiciens qui sont dans ce groupe-là, elle est immense, parce que c'est leur personnalité qui s'exprime à travers leur instrument, forcément. Et vu que je les connais un peu maintenant, je sais de quoi ils sont capables. Et je sais dans quel contexte ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi écrire
en fonction des instrumentistes. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je dis, non? Mais en tout cas, voilà. Ça fait rigoler William Lodinat. C'est quoi la cause? Non, mais il a raison, ça me en fait fait, rire. tu vois, c'est que j'essaye vraiment de... Enfin, voilà, je sais que, voilà, si je lui dis... en fait, je travaille le début du travail, ça se fait dans mon bureau où je travaille à l'ordinateur et avec ma guitare, je cherche des idées, je chante et puis j'écris ça sur des partitions et à un moment donné, je leur envoie ça et je sais que à tel moment, je sais que lui pourra faire un truc super. Je pense que ce que tu essayes de dire, c'est qu'en fait, il a conscience maintenant aussi avec l'expérience de la personnalité et ce que chacun peut apporter individuellement et le met au service du collectif. Tout à fait. Ça veut dire que pour le moment, Rémi Savigna, vous ne jouez que dans Walter Sextant, c'est votre projet unique ou vous avez d'autres collaborations? Non, j'ai d'autres groupes, ouais. Je travaille avec Rumpus, un groupe de New Soul, on est 7 musiciens. Il y a le projet de Youssef Ghazal qui s'appelle Chad Quartet, avec Thierry Di Filippo et Dimitri Kogan. Voilà. Je travaille aussi avec parfois des compagnies de danse pour accompagner les danseurs sur des spectacles. Voilà, ou à des associations de photographie avec lesquelles... Enfin, j'aime bien travailler aussi seul dans des contextes autres que la scène, théâtre, cinéma... Quand vous parlez de photographie, votre musique, comme celle de William Lodinat, c'est une musique, vous disiez, très narrative et vous avez envie de raconter des histoires, mais qui est aussi très cinématique, qui renvoie tout de suite des images. Des images, ouais. Avec un travail qui va se faire autour de clips, par exemple, qui est un peu la base des nouveaux projets qu'on voit sur le net éclore en ce moment. De plus en plus d'artistes musiciens utilisent l'image comme vecteur de leur musique. Eh bien, on est vraiment dans un temps où il faut créer de l'image, créer du contenu, vraiment, sur les réseaux, parce que voilà, on est très très sollicité avec nos téléphones, avec nos ordinateurs, où il faut constamment être présent sur la toile pour qu'on parle de nous, pour être présent tout simplement, quoi. Et c'est vrai que l'image est un élément très très présent dans notre société. Elle compte peut-être même parfois plus que la musique, on s'en rend compte quand on a des retours sur ce qui se passe sur les réseaux, quoi. Ce qui peut être un peu frustrant pour le compositeur musicien qui a fait la musique. Bah oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà. Donc oui, il y aura des clips et des supports visuels à venir. Voilà, déjà actuellement je travaille sur la pochette de l'album, voilà. C'est déjà un sacré travail, quoi. Demain, le concert que vous donnez donc au Chorus, le Chorus qui est un nouvel endroit pour écouter de la musique en ce moment à Toulouse, qui n'est pas tout à fait un nouvel endroit. Il y a une petite trentaine d'années, on le connaissait sous le nom de Barrio Latino, qui était un endroit dédié à la salsa et aux musiques afro-cubaines. Si je me souviens bien, c'est le père de Big Flo et Oli qui tenait l'endroit. D'accord. Je savais pas. Il me semble bien que c'était lui qui avait monté ce Barrio Latino, mais en tout cas il a été repris il y a un an et demi par une nouvelle équipe qui a l'intention d'en faire un lieu de musique. Pour le moment il y a un peu de tout et j'allais dire un peu de n'importe quoi. On peut y voir autant un match de rugby qu'assister à un karaoké, qu'assister à des concerts de jazz, puisque Philippe Léoger y a posé ses valises depuis un petit moment et il y joue régulièrement et il veut y jouer assez régulièrement dans les mois à venir, une fois par semaine, en faisant venir des musiciens. Vous êtes quasiment le premier groupe qui va jouer au Chorus en tant que groupe constitué de jazz, okay. En dehors de Philippe Léoger et son Pink Town, je crois que ça s'appelle. Comment ça se prépare, ce concert-là, qui sera un double plateau là aussi, puisqu'il y aura le trio d'un autre guitariste, Cyril Bernard. Oui, tout à fait. Donc, coplateau demain soir pour cette soirée avec Cyril Bernard Trio. Donc, et Walter Sextant. Comment ça se prépare? Parce que ils sont pas si courants les concerts du Walter Sextant. Non, c'est vrai. À Toulouse. On répète, on répète, voilà. Un moment important pour se faire reconnaître ou pas? C'est toujours important. Les concerts sont toujours importants. C'est toujours des moments, qu'on attend avec impatience et qu'on prépare et avec un certain trac toujours, quoi. Et puis beaucoup de plaisir. Chaque concert compte, quoi. Voilà. Donc demain, on est très très heureux parce que ça va faire quelques mois qu'on n'a pas joué avec Walter.
Et à Toulouse, ça fait bien longtemps. Quoi. Donc, on n'a pas joué depuis qu'on a enregistré l'album, je crois. C'est ça, oui. Voilà. C'est vraiment l'occasion de venir écouter tout le nouveau répertoire. C'est ça, c'est tout nouveau. Walter Sexton, c'est qui ? Ah oui, bonne question. Alors Walter Sexton, c'est une longue histoire. C'est un personnage fictif, imaginaire, qui est un peu mon alter ego, on va dire. Et à l'époque, je lisais un écrivain qui s'appelle Antoine Volodine, qui a écrit un livre qui s'appelle Des anges mineurs, qui est un recueil de courts textes qui décrit des personnages fictifs, imaginaires, qui évoluent dans un paysage dévasté par la guerre et par la folie de l'homme. Et je cherchais à cette époque-là un titre pour mon groupe, quoi. Et le sextant, cet instrument de navigation, je trouvais le symbole assez intéressant. Voilà, donc Walter Sextant, je ne sais plus comment c'est venu vraiment. Enfin, je pense que je pourrais retrouver, mais ça fait tellement longtemps. Voilà, c'est en gros, c'est un personnage fictif qui est... Et c'est rigolo que vous disiez qu'un personnage fictif de Volodine. Il y a un autre musicien toulousain qui a fait un album il n'y a pas très longtemps en se servant d'un autre roman de Volodine. C'est Marc Desmereaux du Tigre des Platanes. Ah oui, c'est vrai. Et Radiosage, je ne sais plus comment ça s'appelle, son dernier album. Okay. Il est tiré il est influencé par un roman de Volodine qui raconte aussi dans une terre complètement dévastée l'errement d'un certain nombre de personnages. Ça va du chaman, un vieux militaire et tout ça. Oui, c'est peut-être le même alors. Ouais. Incroyable. Et il en a fait la matière de son tout dernier album, du Tigre des Platanes, sorti l'année dernière. Bon, en tout cas, vous êtes demain soir au Chorus. Donc, je le disais, le Chorus, nouvel endroit pour écouter de la musique à Toulouse. Ça se trouve du côté de la Croix-de-Pierre, pas très loin de l'avenue de Muret, pas très loin du Bijou, dans ce secteur-là. Vous y êtes à partir de 21h30, donc avec le... 20h30, je crois. 20h30 Oui, 20h30. Donc avec le trio de Cyril Bernard qui jouera en première partie. Et ça, en prélude à un album donc, qui sortira à l'automne prochain. C'est ça, tout à fait. Un prochain album, donc, qui va s'appeler Lithium, qui sera, à mon avis, prêt pour être écouté, distribué et vendu en octobre. Et évidemment vendu. C'est quand même aussi le but du jeu. Il s'appellera Lithium, et Lithium, c'est le nom du morceau que l'on va écouter tout de suite. Merci Rémi d'être venu nous parler de Walter Sexton ce soir, et bon concert à vous, puisque je le rappelle, William Lodinat joue aussi dans ce groupe-là et donc sera sur la scène du Chorus demain soir à partir de 20h30. Lithium tout de suite.
Voilà, vous l'aurez compris, Walter Sextang est un groupe énervé. Walter Sextang, Rémi Savigna, vous allez sans doute avoir la compagnie de main soir de vos copains musiciens, parce que c'est quand même une des caractéristiques de la scène toulousaine. Vous êtes beaucoup les uns les autres dans les concerts de vos alter ego. C'est vrai que la semaine dernière, il y avait Host qui jouait au Mazad, et il y avait plein de musiciens toulousains qui étaient venus les voir. C'est vrai que c'est une habitude à Toulouse, lorsqu'on peut, d'aller voir les concerts des collègues. C'est une communauté, à Toulouse, je pense ailleurs aussi, quoi, d'aller voir ce qui se fait, quelles sont les musiques proposées par les amis musiciens, par les gens qui font la musique dans notre ville. C'est une source d'inspiration, puis c'est des moments de partage, et voilà. Donc oui, c'est vrai que c'est une petite communauté, quoi. Voilà. C'est comme ça, et là je pose la question à vous deux, William Lodinat et Rémi Savigna. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir un son ou un style à toute une génération de musiciens. C'est vrai qu'on parlait de rock prog tout à l'heure. Il y a plein de groupes à Toulouse depuis une petite, je vais dire 7-8 ans, qui travaillent sur ces musiques-là. Ça part, il y a Host, il y a Walter, il y a également Ball, par exemple, ou il y a Martine. Il y a plein de groupes comme ça qui travaillent sur ces esthétiques-là. C'est parce que vous vous rencontrez, que vous discutez, que vous vous faites écouter des choses, que vous partagez des musiques ensemble, qu'on arrive à avoir des groupes qui travaillent à peu près sur les mêmes esthétiques, même s'ils y travaillent différemment. Je me suis posé la question, en fait, en arrivant à Toulouse, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce son aussi un peu toulousain, parce que j'arrivais de Lyon et il y avait pas tout à fait le même son et la même esthétique, en fait. Je me suis demandé si c'était pas cette école qui est musicale qui avait un peu cristallisé un petit peu une esthétique, et avec une équipe pédagogique qui pouvait orienter les étudiants dans des directions et une ouverture, en fait, au niveau des esthétiques. Est-ce que c'est dans l'histoire, c'est peut-être aussi la disponibilité de certains instruments, avec l'avènement de la guitare électrique, avec le Rhodes, avec tout ça qui a permis justement de créer des musiques plus électriques et tout ça. Je sais pas ce qui fait un son dans un quartier, dans une ville ou dans un pays d'un point de vue esthétique, quoi. Oui, forcément, les rencontres, les échanges, les discussions, et puis je pense qu'on s'entraîne les uns les autres, quoi. On fait école, peut-être. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'il y avait, par exemple, ce bar, l'Impro, qui a servi, après le mandala, de laboratoire à tous les groupes qui se montaient à Toulouse. Je dis qui se montaient, parce que c'est vrai que l'Impro, depuis le Covid, ne fait plus de concerts. On espère que une fois le pass vaccinal aboli, l'Impro se remettra à faire des concerts, mais c'est vrai que ça reste très compliqué pour ce lieu d'organiser des concerts avec des jauges réduites et des vérifications de pass vaccinal à l'entrée. Mais c'est vrai qu'il y avait cet endroit-là où tous les vendredis soirs, les soirs de concert, il y avait une partie du public qui était une partie de la scène musicale toulousaine. Oui, les habitués, bien sûr. C'est des endroits comme ça sont très importants, parce qu'on sait qu'il y a un rendez-vous hebdomadaire avec une certaine programmation, avec une certaine qualité, et des conditions aussi pour les musiciens, qui sont des bonnes conditions d'accueil. Et pour les musiciens d'entendre ce que les copains font, pour le coup. Tout à fait, bien sûr. L'impro, c'était une alternative aussi à pas mal d'endroits en termes de programmation, où c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir vu même des groupes parisiens, comme Q, je pense, le trio de Julien Després, qui jouait à l'impro alors qu'il aurait mérité de jouer dans un bikini, mais là n'est pas la question. Mais en tout cas, il y avait cette volonté d'accueillir aussi toute une scène alternative. Et je pense que du coup, toute la scène jazz et autres, mais en tout cas, les musiciens toulousains sont très attentifs aux intentions de l'impro et s'y retrouvent complètement, en fait.
Donc voilà, donc en attendant que l'impro réouvre, et ça va finir par arriver, on va parler des concerts du soir, et vous allez voir qu'il y en a encore quelques-uns. C'est vrai que en milieu de semaine dernière, la jauge des 500 a été abolie, la jauge des concerts assis a été aussi abolie, ce qui fait qu'il y a plein de lieux qui ont repris leur programmation. Donc il y a de la techno ce soir, par exemple à l'usine à musique. Ça faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas organisé un concert de ce côté des 7 deniers avec Antaka, Catch My Groove, Marco Messari, Frick NC à partir de 20h. Donc je le rappelle, l'usine à musique, ça se trouve pas très loin du stade des 7 deniers. De la chanson à l'itinéraire bis avec Pierrot et moi ce soir à 20h. Lilywood and the Prick au bikini à 20h. Une soirée stand-up au bout du pont à partir de 20h30. À la Candela ce soir, violoncelle en solo avec pédale d'effet, et c'est la musicienne Marion Tiberge qui sera donc à la Candela ce soir à 20h30 avec son violoncelle. Théâtre musical au Bijou à 21h30 avec petite musique de filles, et puis ce soir au taquin, musique populaire du monde avec Les Bouillants, un trio accordéon, batterie, clarinette, saxophone, jouant cumbia, merengue, foro, compas, calypso et musique klezmer. Ça risque de guincher sévère ce soir du côté du taquin à 21h. Les Bouillants qu'on écoute tout de suite. Hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Quimichagua. Chapoteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta. Un ejército de estrellas la seguía, tacoñándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. 12 bodas con la piel color agua y con ellos el temible pelo arbuña. En las noches a los remos arrancaba un melódico río y hermosa cumbia. 12 sombras aguaviejas ya no reman, ya no cruja el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena donde ella se dormitaba la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua, era la piragua.
Voilà, ce soir, les Bouillants au taquin pour un des bons concerts de la soirée. Je vous rappelle, le concert de la semaine prochaine au taquin, ça sera vendredi prochain avec l'Odinat au taquin, et puis demain soir au Chorus, Walter Sextan. Qu'est-ce que j'ai dit, William? T'as dit mon nom. Ah, j'ai dit oui, oui, évidemment. Parce que mon pseudonyme, c'est mon nom à l'envers, voilà. Alors du coup, ça peut semer le doute. Et après plusieurs verres de blanc, il y a plein d'idées qui se fracassent dans la tête. Allez, on va finir Caramel Mou là-dessus. Dans quelques instants, vous retrouvez l'Incredible Show de Little by Little avec notre DJ préféré, John Little lui-même, qui est plutôt calme ce soir. Donc, on va peut-être avoir une session plutôt cool pour rentrer en voiture à la maison. Ça devrait le faire aussi. Je vous rappelle quand même un événement qui a lieu aussi pendant tout le week-end. Ça se termine demain. C'est le festival Extrême Cinéma, et le film du soir pour Extrême Cinéma, ça s'appelle La Boîte à chat. C'est à la Cinémathèque de Toulouse, une espèce de thriller assez sec et vicieux où il est question d'un bébé qui va être kidnappé et qui va être trimballé dans la ville, dans une boîte à chat. Il sera drogué, il sera baladé, le pauvre bébé. Il y a sans doute la SPA qui va porter plainte pour ce film datant de 68 et qui est, comme le reste de la programmation d'Extrême Cinéma, assez rude. Film que l'on n'a pas trop l'habitude de voir normalement sur les écrans. Ça commence dans une dizaine de minutes, 19h30. La Boîte à chat, ce soir à la Cinémathèque de Toulouse, dans le cadre d'Extrême Cinéma, le festival s'achevant dimanche. Voilà, Caramel Mou, c'est donc terminé pour aujourd'hui. On se retrouve, si vous en avez envie, demain soir pour l'émission La Liste à 21h, et ça sera la liste de Jean-Denis Rivalo, une liste de musique de 10 morceaux. On a 1 heure pour en parler, et Jean-Denis Rivalo nous racontera un peu son trajet musical. Donc ça, c'est demain soir, et nous on se retrouve pour Caramel Mou la semaine prochaine, même heure, même adresse, et l'on parlera vendredi prochain de slam à l'occasion de la nuit du slam. Salut les filles, prenez bien soin de vous. Caramel.